Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Bienvenue sur la rue Elm. Aujourd'hui, nous parlons de Les Griffes de la Nuit, sorti en 1984 et réalisé par Wes Craven, avec Heather Langenkamp, Amanda Wyss, Johnny Depp, Nick Corey, John Saxon, Ronnie Blakely et Robert Englund. Je suis Mathieu et pendant le podcast, faites tout, n'importe quoi, mais surtout, ne vous endormez pas. Alors aujourd'hui, on fait comme un spin-off de la franchise ou l'univers ou la rétrospective que je fais là, des slashers Jason et Freddy. Ben là, on a couvert tous les 4 premiers films de Vendredi 13 en 1980, le premier. La suite qui est sortie en 81, la suite encore le Vendredi 13 3 qui est sorti en 82, puis en 84 ben on avait eu le 4e film de Vendredi 13, le chapitre final qui devait être sensiblement le dernier Vendredi 13 avec Jason, mais c'est là que on a un nouveau film qui arrive, un nouveau slasher qui arrive dans le domaine de tuer des gens avec Freddy Krueger du film qu'on parle aujourd'hui, là, Les Griffes de la Nuit, qui va un peu tout bouleverser un peu le monde du slasher, puis qui va comme donner un nouveau souffle. Dans les prochains podcasts, ben, on va pas mal alterner. Le but de la rétrospective, là, c'est juste un peu de voir comment que les deux slashers vont comme être comme les deux slashers peut-être les plus connus, mis à part Leatherface de la série là, de Massacre à la tronçonneuse et de Michael Myers de Halloween. Mais Halloween, je l'ai déjà couvert, fait que en tout cas, vous pouvez toujours regarder là, dans les archives du podcast. Mais là, je me suis dit c'est une belle opportunité d'avoir les deux slashers, puis en tout cas faire juste une rétrospective pour le fun. Pendant que je suis en train de faire aussi là, les films, la DC, dans tout l'univers que ces films-là comprennent, autant les modernes que les anciens films. Fait que ça, c'est quelque chose, un petit à côté que je fais là, des films d'horreur, juste pour changer un petit peu le rythme. Puis, si vous suivez aussi sur le podcast, ben, vous pouvez aussi voir que je fais des films de Godzilla et de King Kong. Qu'un jour, on va se rendre au film de Godzilla versus King Kong, qui devrait pour l'instant sortir l'année prochaine. En tout cas, tout ça est dans l'air parce que théoriquement, il devait sortir cette année, puis là, il a été repoussé 6 mois, puis là, on en repousse encore un autre 6 mois. Fait qu'on verra bien avec ça. Tout ça, ben, vous pouvez voir ça sur le site premiervisionnement.com, où ce que vous pouvez aller là, voir tout ce que j'ai fait là, dans le passé, comme j'ai dit, les séries Halloween ou les séries de DC. Mais dans le passé, j'ai couvert d'autres affaires comme les Star Wars, les Rambo, les Terminator, les X-Men. En tout cas, juste à fouiller sur premiervisionnement.com et vous allez tout trouver ça là. Ça devrait tout être assez clair et facile là, de vous y rendre. Alors, comme j'ai dit tantôt, avant de m'écarter un peu avec le site internet, ben, on est rendu dans les années 1984. On a Jason qui reste comme le roi des années 80, en fait, slasher. Il y a un boom qui est fait avec le film de Vendredi 13-4, mais c'est quelque chose qui s'essouffle tranquillement. Ça fait quand même 4-5 ans là, qu'on a des slashers, surtout depuis le premier film d'Halloween, même en 78, que là, on commence à tranquillement essouffler le genre. Mais là, on essaie de trouver un nouveau slasher ou une nouvelle franchise. On a la compagnie New Line Cinema qui cherchait un peu à trouver un petit hit pour pouvoir démarrer comme compagnie. Elle avait quelques petits films à petit budget, mais là, elle voulait peut-être se lancer dans quelque chose un petit peu plus sérieux pour finalement réussir à mieux survivre. Fait qu'on a le réalisateur Wes Craven, que lui, il avait fait La Dernière Maison sur la gauche, il avait fait The Hills Have Eyes, puis qu'il venait juste aussi de faire le film La créature du marécage, que je vais couvrir là, dans 2-3 semaines, que je vais reprendre
reprendre la série des films de l'univers de DC. Mais à cette époque-là, il avait fait des films connus, mais ça n'avait pas vraiment fait une grande réputation comme nom. Fait que là, il va avoir créé cette idée-là, supposément en lisant le journal où il y avait, je pense que c'est au Japon, il avait lu ça dans le journal où il y avait quelqu'un qui voulait pas dormir, puis qui insistait pour pas dormir, puis pour plusieurs jours, il prenait du café puis des pilules, et il voulait pas dormir du tout, puis finalement, ben, il s'est endormi. Une bonne nuit, puis ça a été comme la dernière nuit parce qu'il est mort dans son sommeil. Il faisait toutes des crises en dormant, tout ça. Ben, c'est peut-être aussi parce qu'il dormait pas depuis genre une semaine, quelque chose de même. Je le sais pas, je suis pas médecin, puis j'étais pas là sur le coup, mais peu importe. Il s'est inspiré de cette histoire-là pour faire. Pour faire l'histoire de base, en faisant ça, il s'est inspiré aussi des choses qu'il a vécues là, dans sa jeunesse. Il y avait quelqu'un qui l'écœurait à l'école qui s'appelait Fred. Puis aussi, ben, une fois qu'il regardait par la fenêtre quand il était jeune, ben, supposément qu'il y avait quelqu'un avec un chapeau, puis que c'est ça. Fait que dans le fond, il a tout mis un peu ces idées-là ensemble. Puis ça fait pas un peu là, le film d'aujourd'hui. Quand on regarde un peu les acteurs, ben, on va avoir pas mal toutes des personnes non connues. Il y a juste John Saxon qui était peut-être l'acteur le plus connu qu'on avait sur le plateau. Ça fait un peu comme dans Halloween où on avait Donald Pleasance comme acteur. Ben, ça fait un petit peu plus de renom comme film. Ça légitimise un peu peut-être le film, là, le fait là, d'avoir un acteur qui a joué dans des films connus. Moi, personnellement, c'est pas un acteur que j'ai vu souvent. Là. Je l'ai vu dans un film de Bruce Lee, le dernier film de Bruce Lee, dans le fond, qui était complété avant qu'on me dise qu'il a fait un autre film après ou la moitié d'un autre film après. Mais c'est pas mal le seul film là, que je le connais de. Je sais qu'il a joué aussi là, dans Black Christmas, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce film-là. En tout cas, peut-être que ça serait quelque chose à faire là. Un Noël, faire un slasher de Noël pour le fun. Surtout qu'il y avait eu un dernier reboot là, l'année passée. Fait que, en tout cas, quelque chose une opportunité manquée, peu importe. Fait que, tout ça pour dire que on fait un peu la même formule qu'on avait là, dans les Vendredis 13. On a des acteurs qui viennent de commencer, puis étrangement, ben, comme le premier film de Vendredi 13, ben, on a un acteur aujourd'hui que lui, ben, il va avoir eu du succès là, par la suite. Peut-être plus que même dans Vendredi 13. On va avoir Johnny Depp qui va apparaître dans le film aujourd'hui. Mais comme film aujourd'hui, ben, on avait sensiblement là, tous des personnages là, ou des acteurs qui étaient non connus. Alors, l'idée du film, c'est de jouer un peu avec la peur qu'on a, puis Vendredi 13 joue un petit peu avec ces idées-là aussi, comme un peu la peur du noir, ou si mettons on est seul dans le bois, des affaires de même. Mais là, c'est quelque chose vraiment approprié à chaque personne. On vit, on se couche tout le soir ou le matin, ou peu importe notre train de vie. Comme moi, il y a des fois où je dormais le jour plutôt, là, selon mon travail, mais en tout cas, peu importe. Ben, là-dedans, quand on se couche le soir, ben c'est là où on est comme plus en sécurité. C'est dans nos rêves, il faut tout qu'on rêve à quelque part. On doit dormir pour survivre. C'est un endroit où on peut vraiment pas se sauver. Puis on va jouer avec ça. C'est comme une peur que tout le monde peut avoir. On a tous eu des cauchemars à quelque part. C'est toutes des choses qu'on peut comprendre comme idée. On sait que les rêves peuvent pas nous toucher, mais c'est ça qui est la beauté un peu de l'idée du film. En mettant quelqu'un qui peut nous tuer dans nos rêves, ben c'est là où il y a le danger, puis c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Ce qu'on va bien l'exploiter, on va en reparler un petit peu pendant le film, mais ça reste quand même de toute façon l'idée globale du film. Pendant le film aussi, surtout là, dans le scénario original, ben, on devait avoir quand même Freddy, qui est un violeur d'enfants. On a enlevé ça à cause des choses qui se passaient à l'époque. Fait que on avait abandonné ça, mais quand même, en écoutant le film, on peut quand même se dire que Freddy, il peut quand même rentrer là, dans le lit de tous les gens, tout ça.
c'est quand même genre une forme de viol. C'est toutes des affaires un peu. C'est subliminal, là. C'est pas bang dans la face, mais il est tout le temps là, comme dans le côté intime de chaque personnage. Tout le monde doit y faire face. Puis c'est un concept là, quand même assez intéressant. On va le garder un peu là, dans le film. Puis même si à la fin, on va peut-être arriver quand même pour dire que c'est un autre slasher, il est comme Jason des Vendredi 13, puis c'est un tueur. Ben, juste le fait de son terrain de jeu là-dedans, ben, c'est dans les rêves des gens, puis quand même plus pour jouer là, dans la tête des gens. Puis pas juste les tuer, parce qu'en bout de ligne, théoriquement, si mettons on a un rêve, on rêve à quelqu'un qui veut nous tuer dans nos rêves, ben théoriquement, il peut comme apparaître n'importe où dans les rêves, puis nous tuer, ben lui, quelque part, il va juste aussi s'amuser à jouer dans la tête des gens. Tandis que Jason, lui, ben, c'est plus on tue, puis c'est tout, on se pose pas de questions. Il n'y a pas de question de jouer avec les gens, on fait juste tuer directement. Peut-être, mis à part avec le film de Vendredi 13-3, où il y avait eu une histoire antérieure avec le personnage principal, ben, Freddy, lui, ben, c'est ça. Le but, c'est que lui, il va soit s'amuser ou vouloir torturer les gens quand même mentalement avant de les tuer. Alors, le film ouvre avec la fabrication du gant. On a un montage, on a un prequel. On a en même temps la musique de Charles Bernstein. Je vais parler de suite de la trame sonore. C'est un peu une trame sonore qui va rappeler un petit peu comme la trame sonore de Halloween dans mon point de vue. Tu sais, on a du piano, puis on a une musique atmosphérique. C'est sûr que Vendredi 13, c'est atmosphérique. Tu sais, c'est plus stressant, mais on n'a pas nécessairement de mélodie. Tu sais, c'est plus juste de la musique pour faire du vacarme, puis juste faire du stress. Là, on a une mélodie qui va nous hanter pas mal tout le long du film, un peu comme dans Halloween. Je dis pas que j'aime mieux le film aujourd'hui. En fait de musique, ben c'est sûr que moi la trame sonore d'Halloween elle va rester tout le temps dans mes meilleures trames sonores. Fait que c'est pas vraiment comparable. Mais en fait là, la mélodie, je suis vraiment un fan de ce qu'on a. Qu'est-ce que Charles Bernstein a composé. La seule chose que je vais pouvoir rapprocher dans toute la trame sonore tout au courant du film, ça va être comme les scènes de tuerie ou de poursuite. Il y a une couple de fois où Freddy va poursuivre, que ce soit Tino vers le début du film ou que ce soit Nancy vers la fin. Il y a de la musique qui joue, là, je sais pas, moi j'ai vraiment de la misère à embarquer là, dans cette musique-là, puis quasiment des fois là, ça va me débarquer dans le film. Je suis pas très très fan là, de ça. Fait que peut-être si mettons on regardait Halloween, Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit, qui a le meilleur ballon là, en fait de musique, c'est sûr que je vais dire Halloween là, dans la totale. Après ça, je dirais peut-être Vendredi 13, parce que au moins elle est constante. Fait de mélodie, c'est pas très très fort, mais en fait de sensation, puis qu'est-ce qu'elle doit faire, ben je suis pas mal tout le temps d'accord avec ce qu'on a. Mettons qu'on compare au pire le premier de chaque film, parce que là, on n'est pas rendu vers la fin des Vendredi 13, puis il y en a que ça va être d'autres choses, je sais que ça s'en vient. Mais pour la générale, je dirais juste que le gros défaut là, dans la trame sonore d'aujourd'hui, ben c'est quand il y a des meurtres, puis la musique, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas du tout, là, ça me dérange vraiment, là, mais en tout cas. À part, c'était quelques petits 2-3 minutes par-ci par-là. Pour le restant, pour l'atmosphère qu'il va nous créer pendant tout le film, je suis vraiment en arrière de ça. C'est juste de la musique qu'il faut prendre plus atmosphérique, puis juste les bouts là, d'action, là, j'ai bien de la misère avec. Alors, on embarque directement là, dans le rêve de Tina, puis on voit Fred pas mal dans l'ombre. Puis c'est quelque chose qu'on peut remarquer tout de suite. Si on a vu pas mal les suites à partir, je pense, c'est à partir du 3e film, si je me trompe pas.
ben, on va mettre plus Freddy à l'avant-plan. Mais là, on est en 84, puis c'est pareil pour Jason. Tu sais, dans les premiers films, jusqu'à même au 4e, on a quand même gardé tout le temps Jason dans l'ombre. Puis on fait pareil avec ce film-là, puis dans la générale, on va le voir un peu plus vers la fin. Mais même au début, on le garde tout le temps dans l'ombre. C'est bien dur là, de même voir sa face. On peut comprendre qu'il est défiguré, mais à quel point. Puis moi, ça me frappe tout le temps à chaque fois que j'en reviens à ce film-là. Comment qu'on ne voit pas vraiment le visage là, tout le long du film. Pour tel maquillage, quand on regarde les photos du tournage, tout ça, ben on voit qu'il était quand même pas mal maquillé, tout ça. Mais on l'a gardé vraiment dans l'ombre. Puis c'est comme on veut vraiment pas embarquer. Tu sais, je veux dire, de voir vraiment le visage. On veut rester avec un personnage mythique. Puis je trouve comme pour faire l'introduction, je trouve que c'est une très belle introduction au personnage. On a toute l'atmosphère qui est bien sombre. Puis que, je veux dire, on sent vraiment pas là, qu'il y a un petit peu de légèreté là-dedans. C'est quand même assez intense. Puis n'importe quand, elle pourrait se faire tuer. Puis je trouve que l'atmosphère est vraiment bien là, pour commencer le film. Fait que Tina elle se réveille en sursaut. Puis elle va réveiller sa mère, puis sa mère elle va ouvrir la porte, puis elle va lui dire est-ce que ça va? Puis elle va dire bah oui, mais sa mère elle va lui dire quelque chose comme ben là, fais attention à ton linge. Tu sais, en tout cas, ça compte pas rapport tout à fait qu'est-ce qu'elle dit là. Tu sais, puis à quelque part son linge, comment elle fait pour voir ça dans le noir? Je me suis toujours posé la question de même. Comment elle a fait pour voir que sa fille avait genre 3 marques ou 4 ligne de déchirure sur son pyjama. J'ai comme jamais vraiment compris celle-là. On s'assure que la chambre est vraiment dans le noir puis que sa mère est capable de voir ça. En tout cas, je le sais pas tout à fait puis ça m'a tout le temps dérangé. C'est un détail, mais c'est quelque chose que je me suis dit qui ne marche pas. Je veux dire, j'ai dû voir ce film-là pour la première fois. Je devais avoir 6-7 ans. OK? Peut-être que je suis dérangé quelque part là, d'avoir vu ça à cet âge-là, mais je crois que je l'ai déjà dit de toute façon que j'ai découvert les autres films de Vendredi 13, c'est des films que j'ai vus à cet âge-là. Je les voyais quasiment quand ils sortaient ou quand ils passaient là, à super écran dans le temps. Peut-être pas exactement quand ils passaient, mais tu sais, mettons 2-3 ans plus tard. Là. Je dirais que vers les 86-87, je les avais pas mal toutes vues. Et j'étais pas mal à jour là, dans ces 2 franchises-là. Puis même dans les films de Halloween. Fait qu'après ça, ben, on va se ramasser à nous présenter là, tous nos autres personnages. On va être rendu dans le jour. C'est là qu'on va avoir notre introduction à Nancy, à son chum Glenn, à Rod, qui est le chum à Tina, mais en tout cas, ça a l'air d'être à battre de l'aile un peu leur affaire. On va remarquer juste avec le début de cette scène-là, on a les fillettes qui sont à l'accord de danser. Est-ce que c'est comme le début d'un rêve qui part à partir de là? En tout cas, on va en reparler à la fin du film. Est-ce qu'au début, c'était juste un simple rêve au début? C'est pas trop clair tout à fait. Mais les filles qui sont à l'accord de danser, puis la petite mélodie là, de 1-2, Freddy's Coming for You, tout ça, là, je pense que ça vient plus là, dans les prochains films, là, mais c'est vraiment hantant comme thème encore. Je veux dire, ça résonne dans la tête. Puis avec la musique de Charles Bernstein qui joue tout le long, ben, ça joue dans la tête. Puis c'est vraiment là, toute l'atmosphère du film. Je trouve que ça rajoute des petites affaires. Puis ça fait qu'on se sent comme pas tout à fait là dans le film. On sent qu'il y a quelque chose de mythique alentour ou quelque chose de même. Je trouve que surtout là, dans ce coin-là, tout ça, c'est comme on dirait qu'il y a quelque chose qui démarre. Puis je le sais pas. En tout cas, je trouve que dans toute l'atmosphère là, qu'on a, puis j'en reviens un petit peu encore à trame sonore, tout ça. Fait que je trouve que ça nous laisse embarquer dans le film, puis embarquer dans nos personnages. Puis on dirait qu'il y a tout le temps un petit moment où on n'est jamais comme trop sûr de ce qui pourrait se passer. Est-ce que Freddy va arriver à quelque part, puis qu'il va se promener, puis qu'il va leur arracher la tête à quelque part? T'sais? C'est quelque chose que
on pouvait se demander là, à la première fois. C'est sûr que le film d'aujourd'hui, je m'en dirais pas. Je l'ai vu peut-être une vingtaine de fois sur les années. Je veux dire, je l'ai écouté peut-être il y a un an, quand je les ai écoutés avec ma fille. On les avait pas mal tous écoutés. Malheureusement, ben j'ai pas comme pensé tout de suite de faire une rétrospective dans le temps. J'étais occupé à faire d'autres choses. Puis là, ben, je les réécoute tout seul. C'est sûr que je m'avais fait un petit peu des petites notes dans le temps, fait que ça allait aider un peu, puis être prêt à aujourd'hui, mais ça reste à dire que c'est un film que j'ai vu souvent, puis que je le connais pas nécessairement par cœur, mais je veux dire, je sais à quoi m'attendre. C'est plus ça, qu'est-ce que je veux en venir. Alors, après ça, on saute au soir chez Tina. Elle, dans le fond, elle veut pas dormir toute seule chez elle. Il y a Rod qui va s'en repointer. On voit qu'il y a un petit conflit là, ou un combat de coq peut-être là, entre Johnny Depp et Rod. Je dis Johnny Depp, là, c'est Glenn. Je sais pas si je vais des fois déparler, puis je vais peut-être dire Johnny Depp. Mais en tout cas, Glenn. On voit qu'il y a comme un petit conflit quelque part, là, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment rapport. Il y a un bout par contre là-dedans où Johnny Depp, lui, il va mettre une cassette pour dire à sa mère qu'il va coucher ailleurs. Puis la cassette a comme pas rapport à quelque part. Il est en train de faire l'appel, puis il est en train de mettre la cassette pendant ce temps-là. Puis je veux dire, ça a comme pas rapport, mais pas du tout. Là, puis s'il a déjà mis cette cassette-là, ben quelque part, il saurait qu'est-ce qui est sur la cassette. Là, en tout cas, je vais juste dire ça comme ça. Là, je trouve que c'est juste un moment qui a comme pas rapport tout à fait. Je sais pas si on essayait de détendre un peu l'atmosphère, quelque chose de même, mais je trouve que ça marche pas vraiment. Mais en tout cas, dans cette scène-là, il faut quand même comprendre que Tina, elle va parler un peu de Freddy, puis Nancy, elle aussi, elle a rêvé à Freddy. Puis il y a un regard que Glenn va faire, puis je suis pas mal sûr dans le fond que lui aussi il a rêvé à Freddy, mais il va comme un peu le renier là-dedans. Il va pas arriver puis dire qu'il a rêvé. Ça va être la même chose pour Rod un peu plus loin, une fois que Tina et Rod vont avoir couché ensemble, ben ils vont se parler, puis Rod va comme insinuer qu'il a peut-être rêvé, mais il dira pas ouvertement. Mais ça va être confirmé un petit peu plus tard pendant le film. Fait que Tina va se rendormir. Puis finalement, ben, c'est ça, elle va retomber dans le cauchemar plutôt. Il va y avoir des cailloux qui vont frapper à la fenêtre. Puis ben, elle va sortir dehors. C'est là qu'elle va tomber face à face avec Freddy avec les bras allongés. Ça paraît tout croche quelque part. Pas tout à fait fan de ce plan-là, mais si on se dit que c'est un rêve, il peut avoir n'importe quoi. Ça peut être tout croche, ça peut être droite, ça peut être, je veux dire, il peut avoir 10 bras. C'est un rêve, il peut faire ce qu'il veut. C'est lui qui décide, dans le fond. C'est là aussi, il faut comprendre. On va voir un petit peu plus Freddy, mais on va voir aussi qu'il s'amuse un peu. Il va se couper les doigts. C'est comme vraiment pas rapport du tout, mais il fait comme jouer avec son repas, si on veut. Il fait juste faire n'importe quoi. Puis il va y sauter dessus, puis finalement, ben, elle va la repousser, puis finalement, ben, toute sa face va partir, puis on va voir juste comme un squelette en tour. Je vais prendre maintenant le moment aussi de parler de Freddy. C'est là où on l'a vraiment comme c'est la première fois qu'on le voit vraiment bien. Robert Englund, il venait de sortir du plateau de la mini-série V, que j'ai vu aussi à l'époque, mais honnêtement, je suis pas sûr que j'avais vu le lien entre les deux personnages, mais en tout cas, peu importe, quand j'ai réécouté V plus tard dans ma vie, peut-être qu'une fois je ferai une genre de rétrospective, là, si mettons ça vous intéresse, là, quelque part, là, c'est une mini-série là, peut-être séparée là, en 10 ou 5 morceaux, quelque chose de même. En tout cas, je mets ça dans l'air là, si maintenant ça pourrait intéresser quelqu'un. Mais c'est ça. Robert Englund, normalement, au départ, c'était supposé être l'acteur David Warner. Que lui, on l'avait vu dans le film The Omen, on l'avait vu là, dans Time After Time, mais pour moi, en bout de ligne, là, ça va toujours être le scientifique dans les Tortues Ninja 2. En tout cas, pour moi, c'est lui. Si c'est pas un personnage dans Star Trek 5 ou dans Star Trek 6, mais en tout cas,
vous voyez ce que je veux dire. Peu importe. Fait que ça devait être lui qui joue qui devait avoir le rôle de Freddy Krueger. Mais quelque part, lui, il avait un horaire surchargé, puis à quelque part, ben, il a dû quitter la production, mais c'était vraiment supposé être lui. Puis il y a même des tests qui ont été faits avec lui. Il y a du maquillage qui a été fait avec lui. Fait qu'ils ont dû prendre Freddy, ils ont dû prendre plutôt Robert Englund en dernière minute. Puis, tu sais, dans le fond, le concept à Wes Craven, c'est qu'il voulait avoir quelqu'un de plus âgé pour faire un personnage âgé, mais quand Robert Englund est arrivé, il était tout jeune. Puis à quelque part, ben, avec tout le maquillage, ben, ça paraissait pas tout à fait. Fait que lui, de l'avoir là, ça change rien. Robert Englund, lui, va dire que il a toujours joué comme un personnage, comme quelqu'un d'une quarantaine d'années. Ce qui va, dans le fond, être comme parfait quelque part, qu'il va avoir une quarantaine d'années, là, qu'il va faire pas mal ses dernières apparitions en tant que du personnage, mais à quelque part, ça le limite pas, peu importe l'âge qu'il a, fait qu'il joue déjà un personnage qui est plus vieux que lui. Mais peu importe, dans le rêve, il peut faire n'importe quoi. C'est ça qui est quand même merveilleux de l'idée, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut avoir n'importe quel âge. Puis il peut aller vite comme qu'il peut aller lent, peu importe qu'est-ce qu'il y a. Ce que j'ai appris en regardant le documentaire, tu sais, dans la rétrospective des Vendredi 13, il y a un film qui s'appelle Crystal Lake Memories, qui a un livre aussi. Mais pour les Griffes de la nuit, il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Never Sleep Again. Je le recommanderais aussi. C'est un documentaire là, dans le même genre que Crystal Lake Memories, qui est un petit peu moins long, mais qui est quand même beaucoup pour la franchise. C'est fait par les mêmes personnes, dans le fond, qui ont fait le documentaire de Vendredi 13. C'est juste que ça a été comme un peu leur projet pilote. C'était la première idée qu'ils ont faite. Après ça, ils ont fait Crystal Lake Memories par la suite, puis ils ont mis le paquet. Mais c'est quand même un bon documentaire. Je l'ai écouté en partie, ou dans le fond, j'ai plus écouté la première partie qui concerne le film d'aujourd'hui pour m'aider avec le podcast d'aujourd'hui. Puis ça, je vous le suggère fortement comme documentaire. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Puis honnêtement, c'est très instructif pour la série. Fait que comme j'ai recommandé Crystal Lake Memories comme documentaire, ben je recommande très fortement le documentaire là, de Never Sleep Again. Mais dans ce documentaire-là, ben on apprend quand même plusieurs affaires. Puis même là, on peut voir des plans avec David Warner. Puis, mais c'est sûr qu'on peut toujours aller sur Internet là, puis juste taper David Warner puis voir photo avec Freddy Krueger. Puis on va tout voir ça. Là. Mais tout ça pour dire que dans ce documentaire-là, on a certaines idées comme comment que Robert Englund regardait le personnage. Il va savoir inspirer là, de Nosferatu. Il va savoir inspirer de d'autres personnages là, pour faire le personnage de Freddy. Mais quelque chose que j'ai appris quand même en réécoutant là, juste un peu avant le podcast, ben, tu sais, comme en prenant le gant, il était comme forcé à laisser son bras aller, puis il fait comme sa posture. Il va savoir pas mal laisser aller, puis tu sais, il va avoir eu pas mal d'idées là, par la suite. Il va être pas mal physique comme personnage, puis il est tout le temps un petit peu si on en parle un peu tout là, je veux dire, il est comme un peu exagéré, puis je pense que c'est ça qui fait que Robert Englund il réussit le personnage. Ce qui est le fun dans Freddy, c'est que c'est tout le temps le même acteur qui va faire Freddy tout le long de la série, mis à part le remake pour raison évidente, mais sans Robert Englund, je suis pas sûr que ça marcherait. Je sais pas assez pour David Warner, j'ai pas vu assez là, de travail à part les Tortues Ninja, comme j'ai dit, puis les films de Star Trek. C'était un bon acteur, je l'ai bien aimé aussi là, dans The Omen, mais je sais pas que ça aurait donné tout à fait. Fait que je veux pas dire que ça aurait pas marché avec David Warner, mais j'aime bien Robert Englund, qu'est-ce qu'il fait là, avec le film aujourd'hui. Il donne une identité à Freddy Krueger que on n'a pas vraiment. Ben, on a quelque chose avec Jason. Tu sais, j'ai pas le choix comme de tout le temps faire la référence à Jason. Parce que à cause de la rétrospective que je fais. Mais aussi, si on s'en remet en 1984, ben on essaye, dans le fond, quasiment là,
d'aller chercher le marché qui est dominé par Jason. Fait que Robert Englund, on a un visage pour le meurtrier, puis on n'a pas un masque qui est quelque chose de vraiment différent. On peut comme embarquer avec le personnage, puis on a un visage, puis on a une émotion avec un visage, et un masque, c'est vraiment difficile de passer une émotion. C'est sûr que Ted White, qui avait fait Jason là, dans la 4e partie, je disais que je l'avais beaucoup aimé, puis Brooker avant, puis en tout cas, il y a Kane Hodder qui va venir plus tard, puis qui vont faire comme une identité à Jason, mais c'est quand même assez difficile d'avoir un personnage qui ne parle pas et qui a le visage couvert. Tandis qu'avec Freddy, ben lui, à quelque part, ça va venir dans les films qui vont venir, ça va devenir quelque chose d'autre, ça va devenir juste le Freddy Show. Ça va être autre chose. Mais le film aujourd'hui, pourtant avec la réputation, si on regarde plus la réputation du personnage, il est atténué. Il y a juste quelques petites lignes. Il n'y a rien d'exagéré. On n'en a pas trop. Le personnage reste sombre et vraiment, il semble dangereux. Je veux dire, avec ce qui va devenir plus tard, on en discutera une fois qu'on sera rendu... quand on sera à l'entour du 4e, 5e film, tout ça, on va voir qu'il va être rendu autre chose, mais aujourd'hui, on va se concentrer juste sur la 1, comme je fais toujours. Le Freddy d'aujourd'hui, il est vraiment menaçant, puis tous les éléments là, de la musique, on garde Freddy dans l'ombre. Quand Freddy dit une niaiserie, ben même le peu qu'il dit, ben c'est comme, tu sais pas si tu dois rire ou pas. Vraiment, c'est comme tu vas faire un sourire jaune. Il n'y a rien de comique du tout. Puis il reste tout le temps une très grosse menace. Puis vraiment, je trouve que c'est tout bien réussi là, dans la totalité avec la réalisation et tout. Fait que finalement, ben, c'est ça. Il va rattraper Tina. Puis là, ben, autant que les bras tout allongés ne marchaient pas quelques secondes avant quand on voyait Freddy au bout de la rue, autant que la scène dans le monde réel, je la trouve fascinante, même aujourd'hui. En l'écoutant, je me dis, à l'ordinateur, on ferait quasiment pas mieux. On a Tina qui va commencer à tout flotter dans la chambre, puis je veux dire, il n'y a rien qui paraît à quelque part, il n'y a pas de fil, rien, tout ça. Elle est peut-être surimposée, mais en tout cas sur le transfert DVD que j'ai, ça paraît pas à quelque part. Là, ils vont être, dans le fond, le set au complet où ce qu'ils filment sont dans une chambre fermée, puis il y a un gros mécanisme en dehors qui fait que toute la chambre, elle va virer de bord. Ils peuvent virer totalement là, tout à l'envers, puis du bord qu'ils veulent. Ça fait que, dans le fond, elle peut marcher sur le plafond. Mais l'efficacité de tout ça, je trouve ça capoté en bout de ligne. Puis toute cette scène-là, je veux dire, pour démarrer le film, le premier meurtre, moi, je veux dire, je trouve que si, mettons, on compare qu'est-ce qu'on a eu à date en Halloween, qu'est-ce qu'on a en Vendredi 13-1, je trouve que, haut la main, le premier meurtre dans ce film-là, je veux dire, il est bas les deux. En fait visuel, bien sûr. C'est sûr que le début d'Halloween 1 est quelque chose, mais en fait d'impact, tout ça. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on a ici en fait visuel? Je trouve que on a quelque chose de tout nouveau à quelque part, puis je pense que ça va rester un des meilleurs meurtres là, dans toute la série. Puis il y a même des fois là, dans la série qu'on va revenir à ce meurtre-là, on va faire un genre d'hommage, tout ça. Là. Fait que je trouve que pour un film à petit budget, on a fait quelque chose là, de vraiment extraordinaire là, comme premier meurtre. C'est sanglant, puis c'est vraiment efficace là, toute la manière que c'est monté. C'est la tension aussi, avec Rod, plutôt, lui, il va devoir se sauver par la fenêtre. Pourquoi il n'est pas resté sur place à quelque part? Peut-être que c'est sûr qu'il a été tout de suite inculpé pour le meurtre, mais en tout cas, à quelque part, ça sera pas loin tout de suite après qu'il va être inculpé. Là. Fait que Nancy va se ramasser au commissariat de police. C'est là qu'on va se rendre compte, dans le fond, que son père, c'est le lieutenant Thompson, son père. Fait que on va avoir aussi l'introduction à la mère de Nancy. C'était comme une drôle de manière de présenter les parents, puis surtout, c'est une drôle de manière de tout d'un coup qu'on peut se rendre compte que, oups, le personnage principal, c'est pas Tina, c'est Nancy.
C'est un peu le même principe là, qu'on a fait dans Psychose, mettons, avec Janet Leigh. Que elle, on la voyait comme pour la première heure du film, puis quelque part, ben, elle se faisait tuer, puis tout d'un coup, ben, on se rendait compte que c'était pas elle, la principale du film, ou en tout cas la personne qui va survivre jusqu'à la fin. Nancy, elle va aller à l'école quand même le lendemain, en se disant peut-être que en tout cas, ça va l'aider quelque part. Pendant qu'elle va être en classe, ben, elle va commencer à tomber là, dans le cauchemar. Elle va voir Tina se promener là, dans le corridor. Il va avoir la passe où elle va rentrer là, dans quelqu'un d'autre là, dans le corridor. Puis elle va dire tu pourrais avoir une passe pour promener. Là, puis elle va dire faut aller où est-ce que je pense ta passe. Puis, tu sais, dans le fond, on va se rendre compte là, que c'était Freddy. Mais en tout cas, je trouve comme cette affaire-là est toujours un peu bizarre, puis je trouve que, je sais pas, elle n'a pas rapport. Mais de l'autre côté, on est dans un rêve. C'est normal que ça n'ait pas rapport. Les visuels avec Tina dans un sac pour la mort, dans le fond, je trouve ça quand même hantant. Tu sais, tout le visuel est quand même tout génial là, depuis le début du film, dans tout ce qu'on peut nous balancer. Nancy va descendre comme dans la cave de l'école où ce que je sais pas, il y a des fourneaux, je sais pas trop quoi exactement. Puis c'est une thématique qui va revenir quand même. Ben, on avait vu un peu au début du film. Puis c'est quelque chose qu'on va voir dans la série en bout de ligne. Là, ça fait comme partie là, de Freddy en bout de ligne. Cette scène-là, dans le fond, elle sert à montrer que Nancy va comprendre, elle va se brûler là-dedans, puis elle va garder la brûlure une fois qu'elle va retourner dans le jour. Quelque chose que nous autres on savait en bout de ligne, on l'avait vu au début, puis en même temps on a vu Tina, mais elle, Nancy dans sa tête, ben elle peut commencer à faire des liens à quelque part là, qu'on peut se briser, se blesser ou se faire tuer là, dans des rêves. Ça va un peu embarquer là, avec le personnage de Freddy, puis tout ça, tu sais, elle va commencer à y croire pas mal un peu à tout ça. Ça va amener dans le fond, la capture de Rod, mais on va leur parler tantôt. Dans le fond, lui, il va être capturé. Puis, dans le fond, on avait vu un peu que ça faisait un froid avec son père. Puis, sa mère, tout ça, en tout cas, je veux dire, elle n'a pas la meilleure des relations avec son père, parce que dans le fond, elle va s'avoir senti comme un appât, dans le fond, pour attirer Rod. Mais en tout cas, on va reparler de tout ça un peu tantôt. Fait que Nancy va rentrer chez elle, puis elle va prendre un bain, puis encore une fois, il y a des choses là qui restent peut-être un petit peu troublants, là, puis si mettons Jaws faisait que les gens avaient peut-être peur d'aller sur la plage ou aller dans l'eau, ben, je sais pas. Ce film-là, quelque part, je pense qu'il m'a déjà joué dans la tête étant enfant. Quelque part, là, de prendre un bain, puis avoir quelque chose qui sort du bain, quelque part, je trouve que c'est quand même assez troublant. On a le gars là, de Freddy qui sort de l'eau de même, entre ses jambes. En tout cas, je veux dire... Je sais pas à quel point qu'on pourrait prendre ça un peu sexuel, là, en tout cas. Puis, finalement, ben, le bain va se ramasser comme il va avoir comme un trou dans le fond, sans fin. Je sais pas exactement comment qu'elle arrive pour sortir de là. Est-ce qu'elle se réveille parce que sa mère elle cogne dans la porte? Je sais pas exactement si on essaie de placer ça dans un monde réel à quelque part, ou elle se réveille parce qu'elle est en train de se rendre compte finalement qu'elle se noie. Je le sais pas exactement. J'ai un petit peu de misère à me dire comment que finalement elle a réussi à se réveiller, puis que Freddy réussit pas à la garder dans l'eau, puis que sa mère elle la sorte maintenant, tu sais. Fait que je le sais pas. Je trouve que c'est quelque part qui est un peu ambigu. À quelque part, Nancy elle veut pas montrer à sa mère là, qu'elle s'est fait attaquer dans son rêve, mais elle veut garder ça pour elle. Mais c'est là qu'elle va arriver avec les wake-up là, des pilules pour rester réveillée. Puis en même temps, ben c'est là qu'elle se rend compte là, il y a quelque chose qui se passe là, dans les rêves. Fait que Glenn va se ramasser chez Nancy. Elle va faire un commentaire là, de j'ai l'air de 20 ans. Ben elle avait 20 ans à l'époque, là, je veux dire, ça avait comme pas rapport tout à fait comme commentaire. C'est juste comme pour faire un genre de commentaire, de se dire que bon,
OK, ils ont pas l'air d'avoir 14-15 ans, ils ont l'air d'avoir 20 ans. Dans le fond, c'est juste un peu pour rire de la chose, mais je sais pas. Ça a comme pas rapport. En fait, narratif, OK, si mettons elle aurait dit qu'elle a 40 ans, quelque chose de même, un peu plus tard dans le film, là, elle va commencer à avoir une mèche blanche. Là. Elle va vieillir. Puis je comprends pas tout à fait c'est quoi le rapport tout à fait en fait narratif. Mais en tout cas, elle va demander à Glenn de la surveiller pendant qu'elle va se coucher, puis si maintenant il peut se rendre compte de quelque chose, qu'il la réveille. Fait qu'elle, dans son rêve, elle va rentrer dans le rêve. Elle va s'en aller vers le commissariat de police pour voir Rod. Il y a un petit bout qui est quand même assez drôle où que je trouve que quand on fait un rêve, des fois, ça peut arriver que des fois on entend quelqu'un. Puis tout d'un coup, il se pointe pour nous parler ou quelque chose de même, mais dans le fond, il nous parle pour de vrai. Tout ça. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu d'une genre de forme de même. Elle va arriver, puis elle va crier Glenn, t'es-tu encore là? Puis quelque part, c'est sûrement qu'elle est en train de le dire pour de vrai quelque part, elle somnambule un peu. Puis lui, il va répondre oui, je suis encore là. Et, il va comme sortir de nulle part dans son rêve. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez réaliste, quelque chose que, en tout cas, moi, je pense avoir déjà vécu. En tout cas, ça me dit quelque chose. Honnêtement, je me rappelle pas de tous mes rêves là, quand je les vois. Là. En tout cas, mais c'est quelque chose de bien plausible. Là. En tout cas, je suis déjà peut-être pas fait exactement ce rêve-là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vécu d'une manière. Là. Fait que elle va voir que une fois qu'elle est rendue au commissariat de police, elle va voir que Fred est sur le point d'attaquer Rod. Fait qu'elle va partir de là, mais bien sûr, Fred, en bout de ligne, il va se mettre à attaquer Nancy. Puis encore là, c'est là où on a encore la maudite musique là, qui n'a pas rapport, qui va apparaître, puis qui me gosse vraiment beaucoup. Nancy va se réveiller à cause qu'elle a bien une alarme. Mais Glenn s'est endormi. Dans le fond, elle ne trustait pas tout à fait là, en bout de ligne. C'est correct là, parce qu'elle serait morte si mettons, ça n'était pas arrivé. Mais je me demande juste pourquoi qu'elle demandait à Glenn de venir dans ce cas-là. Fait que ça n'a comme pas rapport tout à fait. Là, c'est juste pour montrer que Glenn, il n'est pas tout à fait fiable. Puis c'est peut-être pas un bon chum. Puis qui, dans le fond, il apprend un peu pour une nouille. Mais à quelque part, lui aussi, en y voyant le visage un peu plus tôt, quand Tina et Nancy parlaient, c'est clair qu'il sait de quoi qu'elle parle. Mais en tout cas, il n'en parlera pas nécessairement là, pendant le film, là, qui a déjà vécu ça, là, mais en tout cas, alors là, le stress, ça va être de se rendre à Rod avant que Freddy le tue. Mais c'est ça. Freddy va faire pendre Rod à sa cellule. Fait que ça va être pas mal la fin pour lui. Ça va être l'enterrement de Rod après ça, où ce que le prêtre il va dire ceux qui vivent par l'épée vont mourir par l'épée. Quand même, peut-être pas une affaire tout à fait à dire un enterrement, mais en tout cas. Une fois que les deux parents sont ensemble, à Nancy, elle va commencer à parler de Freddy, puis on voit que les parents, ils savent quelque chose ou essaient de cacher quelque chose. Une fois qu'elle mentionne Freddy, ça les met un petit peu sur le nerf. Fait que la mère, elle amène Nancy à un institut des désordres du sommeil. En tout cas, je sais pas exactement si on peut avoir une grosse clinique là-dessus, mais en tout cas, il peut avoir n'importe quoi. C'est un film. Elle va dormir là-dedans, puis ils vont prendre ses signes vitaux. Ce qui est un peu comme intéressant, un peu pour changer un peu les affaires. Tant qu'à refaire les mêmes scènes, c'est un film d'horreur à petit budget. Ça coûte à rien de refaire. On n'a pas besoin de refaire encore une poursuite. Mais au total, quand Nancy va se réveiller, elle va se rendre compte qu'elle a récupéré le chapeau à Freddy, qui va amener l'idée qu'elle peut amener quelque chose de l'autre monde. Fait que naturellement, ça va amener la mère à Nancy à expliquer, tout nous conter l'histoire de Fred. Comme j'ai dit plus tôt, dans le fond, l'histoire a été un peu tronquée à cause des choses qui se passaient à l'époque. Fait qu'on n'a pas rajouté là, les viols d'enfants, tout ça. On a juste Fred qui est un tueur d'enfants et c'est tout. Puis honnêtement, pas besoin de plus que ça nécessairement. Je veux dire, c'est un tueur. Qu'est-ce qui se passe exactement?
on touche pas trop sur des idées plus que tueurs. Puis moi, je suis bien d'accord avec ça. Ça reste quand même que Jason et Freddy, c'est des films d'horreur, mais c'est des films que on s'amuse quand même à écouter. Puis même s'ils tuent, ben, ils sont pas plus que des tueurs. Il n'y a pas nécessairement là, d'imagerie trop sombre. Oui, ben, le visuel, là, comme ce film-là, est sombre, mais on y va pas là, dans les grosses affaires toutes profondes, tout ça. Ça reste quand même tout le temps un peu superficiel. Puis c'est ça qui est quand même le fun d'écouter ces films-là. On n'a pas arrivé à se dire, bon, ben là, ils violent des enfants, tout ça. Juste avoir un dégoût à quelque part. Puis je trouve que c'est ça qui est le fun un peu dans le film à quelque part, qu'on reste quand même avec juste cette idée-là. OK, il tue des enfants, là, OK, c'est grave, là. Mais juste de rajouter, mettons qu'il violerait en plus, tout ça, ben oui, ça serait encore plus dégueulasse. Mais je veux dire, on n'a pas besoin de ça de plus. C'est plus ça que je veux dire. Je trouve que ça reste quand même que le film, même si c'est un film qui est quand même sombre, mais c'est un film d'horreur, ça reste quand même léger d'un côté, puis ça s'écoute un peu, puis on n'a pas besoin d'avoir de réaction dégoûtante envers aucun personnage. Puis je trouve que c'est quand même important qu'on fasse ça. Dans le genre de film qu'on a. Sinon, ben, ça changerait. Puis, à quelque part, ben, peut-être qu'on pourrait plus être enragé quelque part. Puis, il y a des choses qu'on pourrait plus être dérangé. Puis, je pense pas que les deux séries que je couvre, c'est le genre d'affaires qu'ils veulent avoir. Je sais que plus tard, on va reparler de ça. Là, une fois qu'on va faire le remake du film aujourd'hui, là, ça sera autre chose, mais on va être dans un autre temps. Fait que pour l'instant, ben moi, avec ce qu'on a comme histoire de Freddy, ben moi, je veux dire, je suis bien pour ça, puis je trouve que justement, comme j'ai dit, ben ça nous garde quand même l'idée que c'est un tueur, puis qu'il tue sans raison nécessairement, puis moi, je suis correct avec ça. C'est pas pire que ce que Jason fait, il tue pas mal sans raison. Alors, on arrive à un point où est-ce que Nancy décide là, qu'elle va riposter. Je sais pas, quelque part, Glenn, qu'est-ce qu'il fait quelque part, lui, là-dedans? Est-ce qu'il rêve tout le temps des bonnes choses ou je sais pas, c'est pas tout à fait clair. Il y a juste Nancy qui rêve tout le temps à Freddy puis qui décide là, de riposter. Elle va lire, dans le fond, des livres, là, comme pour se préparer. Là, puis, quelque part, elle va tout préparer sa chambre, puis quelques pièges là, dans la maison, tout ça. Elle va embarquer Glenn là-dedans, mais dans le fond, il va se préparer pour la soirée. Glenn va retourner chez lui, puis elle va l'attendre chez elle. Quand elle va arriver chez elle, ben, un peu plus tôt, ben, on avait vu que les fenêtres étaient toutes barrées. Là. Il y avait des barreaux aux fenêtres, là, fait que ça compliquait les choses. Mais quelque part, elle voulait quand même que Glenn, je sais pas, il passe par la porte avant quand même, là, pas tout à fait clair. Fait que Glenn, il va comme se préparer à la soirée, mais il va s'endormir sur son lit. On va utiliser encore le même procédé là, qu'on a fait avec le meurtre de Tina. Ben, on va avoir encore la chambre qui va être montée sur une grosse machinerie, puis qu'évidemment, ils vont pouvoir la virer de bord. C'est juste que là, il va rentrer dans le lit, puis qu'il va comme être expulsé. Tout le sang va comme tout être expulsé du lit, tout ça. Il paraît que ça a tout viré, ça a mal viré là, toute cette histoire-là, puis la chambre elle est comme perdu tout contrôle, puis il y avait du sang partout, puis en tout cas, c'était quelque chose, mais tu sais, en fait, visuel, encore une fois, là, je veux dire, c'est remarquable quand même. Puis tu sais, on se dit que le film a été fait sur un budget là, de 1,8 million, qui est aujourd'hui comme même pas 10 millions, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un beau budget, mais tout ce qu'on fait quand même, c'est quand même, visuellement, là, c'est vraiment, ça frappe. Mais tu sais, c'est là où quand même on a un peu une thématique là, que j'ai pas vraiment parlé. On a l'idée où que les parents croient pas vraiment à ce que les enfants disent. Tu sais, dans le fond, les parents sont contre les enfants, dans le fond, à un certain degré, en bout de ligne. Puis, quoi que mieux que les parents à Glenn, quelque part, où ils commencent à, je veux pas dire se révolter, mais Nancy, ben, ils disent que c'est peut-être une mauvaise influence sur notre garçon, tu sais, je veux
dire, ils ont mis des barreaux aux fenêtres, tout ça, ça marche pas tout à fait. Puis, c'est sûr que Nancy qui appelle, puis il est genre à 11h le soir, puis quelque part, il est supposé coucher, puis elle dit, je peux te parler à Glenn. C'est sûr que d'un côté, le père a vraiment l'air d'un con, mais en bout de ligne, moi je pense que, étant le père de 2 enfants, ben, quelqu'un qui appellerait à 11h pour vouloir parler, que ce soit à mon gars ou à ma fille, je raccrocherai pas nécessairement comme que le père a fait, mais à quelque part, ben, il commence à être tard un peu, puis garde, il y a de l'école demain, puis je parlerai à l'école demain, c'est à moins qu'on me dise, regarde, y a-tu quelque chose de bien urgent, quelque chose de même, explique-moi là. Mais en tout cas, il y a une manière de faire les choses, mettons, puis c'est sûr que ça n'a pas l'air tout à fait là, dans le calibre là, du père de Glenn. Fait que Nancy a continué d'essayer d'appeler Glenn, puis à quelque part, ben, le téléphone l'a lâché, puis elle l'a tiré du mur, puis il se met à sonner. Je sais pas qu'est-ce qu'elle s'attendait exactement à voir. C'était sûr que c'était Freddy à quelque part qui allait être l'autre bord de la ligne quelque part. Puis, ben oui, naturellement, c'est lui, puis il fait comme il passait une langue dans la bouche, tout ça, ça le dégoûte, tout ça. Je me dis, ouais, je sais pas. À sa place, là, je l'aurais pas pris le téléphone. En bout de ligne, là, c'est mettons, il voulait apparaître, il pouvait apparaître n'importe où, il pouvait apparaître par la fenêtre, puis normalement, le téléphone, là, je l'aurais pas pris. C'est sûr que c'était pas Glenn. Fait que la police va arriver sur place, puis son père va être là. Elle va demander à son père d'y donner 20 minutes. C'est comme, si vous l'avez pas remarqué, je veux dire, c'est flagrant, là. C'est quelque chose qui est genre tout le temps dérangeant. Puis je pense que j'avais 6-7 ans. Je me suis dit aussi, ça n'a pas de sens. Parce qu'elle va dire de se faire réveiller, ou plutôt que son père arrive dans la maison dans 20 minutes. Dans tout ce temps-là, il va falloir qu'elle monte, qu'elle prépare les pièges pour Freddy. Elle va coucher sa mère, puis elle va essayer de s'endormir. Moi, je sais pas, là, avec le stress de qu'est-ce qu'elle veut faire, tout ça. S'endormir en 20 minutes, peut-être 1h, 20 minutes, c'est possible. Mais il faut pas oublier que ça fait un bout qu'elle n'a pas dormi, fait que c'est sûr que ce sommeil va frapper assez rapide. Mais juste le temps de monter les pièges puis de coucher sa mère, ça va être déjà 20 minutes. Fait que peut-être 40 minutes, ça aurait été un peu plus logique, mais en tout cas, je sais pas exactement là, qu'est-ce qui s'est passé dans le scénario, qu'est-ce qu'ils ont pensé qui marcherait. Pourquoi ils ont dit vraiment 20 minutes? Je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas là, dans tout ça, là, puis pourquoi qu'il y a personne qui l'a vu? Même quand elle l'a dit, Heather Langenkamp, qu'elle a dit ça pointe-toi dans 20 minutes. C'est impossible. À moins que, si maintenant on aurait pu remanier l'ordre des scènes, que ceci se produisait après qu'elle ait couché sa mère, puis que ça, elle disait ça, ben, elle s'en retournait de bord pour se coucher, ben, ça aurait eu un peu plus de sens. Fait que Nancy, en 3 minutes, quelque chose de même, là, dans le fond, comme j'ai dit, peut-être que même si tu prends du café, là, puis les stay awake, là, j'imagine que quelque part, le corps peut plus, là, il faut qu'il dorme. Fait qu'elle s'endort, puis elle va retrouver Fred, et il y a un bout où elle va se rendre compte, ça monte, elle va commencer à sonner, puis elle va avoir comme quelques secondes, puis elle va sauter sur Fred, puis elle va le ramener. Fait que c'est là aussi que on peut se demander, bon, ben, on peut pas vraiment se le demander parce que c'est un film, quelque part, puis ça serait comme poche de comme ça finirait là, mais pour quelques secondes, elle se réveille, puis Fred n'est pas dans ses bras, ce qui n'est pas tout à fait, en guillemets, logique, avec ou consistant avec... ou constant plutôt avec la scène qu'elle a ramené le chapeau, le chapeau elle l'avait sur elle l'avait des mains, puis là, si mettons elle tenait Fred dans ses bras, ben pourquoi qu'il n'est pas apparu là? Il réapparaît à côté de son lit. Fait que bon, ça va jouer un petit peu comme Maman j'ai raté l'avion avant que Maman j'ai raté l'avion soit fait là. Puis Fred, il va tomber dans les pièges à Nancy un par un. Bon, il y a 3-4 pièges à quelque part là. Ça va lui donner le temps d'essayer d'appeler son père au bord de la rue. Il va avoir un policier que, dans le fond, il va voir que sa fille a crié comme tout pour essayer d'appeler son père, mais elle va péter les fenêtres. Puis, à quelque part, ben, c'est là, à quelque part, qu'il va commencer à dire, ben, peut-être que je devrais dire quelque chose. Là, je devrais peut-être appeler le lieutenant. T'sais. Fait que, puisque c'est trop long pour qu'il s'en vienne,
ben, à quelque part, il faut qu'elle continue à se sauver de Freddy. Freddy va lâcher une coupe de lignes là-dedans qui me font quand même assez rire un peu. Là, je vais te couper en deux, puis des affaires de même. Tu vois qu'il est fâché un peu. Je veux dire, on sent comme un côté plus enragé là, de Fred. Ben, ça me fait rire. Je veux dire, c'est plus que. Je suis comme pas tout à fait habitué parce que, qu'est-ce que Freddy va devenir dans les autres films? C'est comme tellement autre chose dans le film d'aujourd'hui. Que d'un côté, ça me fait quasiment plus rire. C'est quand même assez bizarre à dire. Puis c'est comme ça sort tellement naturel quelque part. Je sais pas. En même temps, comme cette ligne-là, elle me fait quasiment penser plus dans le film de Cyborg, peut-être, là, que j'ai couvert cet été. Puis qu'on a des genres de commentaires de même là, dans le film. Puis que je sais pas, je vois un parallèle là-dedans. Puis ça me fait rire rendu là que. Mais en tout cas, écoutez, ma ouverture du film de Cyborg avec Van Damme, si vous êtes intéressé à avoir des commentaires de même, que je sais même pas si j'ai parlé de ça, mais en tout cas. Fait qu'il va se ramasser dans le sous-sol de la maison, puis je trouve que c'est quand même quelque chose. On voit que c'est le bonhomme Michelin quand même, que c'est pas Robert Englund, mais tu sais, il est en feu, puis tout ce qu'il va faire, il va marcher un peu partout là, dans le sous-sol, tout ça, il va remonter les marches, tout ça, puis tu sais, c'est quand même assez spectaculaire quand même là, comme cascade dans le fond que le gars il s'est laissé quand même flamber pour un bon bout. Fait que le père va arriver, puis pendant qu'ils s'en vont juste à la porte, ben à quelque part, Freddy est en train de faire le contour de la maison pendant que, ben tu sais, il passait par le salon pendant que les autres y allaient par la porte du sous-sol, puis que Freddy avait fait le contour. En tout cas, je sais pas tout à fait logique l'idée. Ben ils l'ont pas vu passer, tu sais, ils n'ont pas vu comme la grosse boule de feu passer en face de eux, là, ça se tient pas là. Freddy il est monté dans le fond tuer la mère à Nancy. Fait qu'ils vont monter en haut, puis c'est ça qu'ils vont voir. La mère à Nancy elle va mourir ou elle va comme toute flamber, puis elle va comme se perdre dans le lit. Ça va être bien visuel, quand même assez cool comme visuel. Là. Je sais pas exactement, dans le fond, c'était comme la vengeance de Freddy sur ses tueurs, ou un de ses tueurs. Puis ça va être comme un peu l'idée qui va comme faire que Nancy, elle aura plus peur de lui, puis qui va comme enlever son énergie à quelque part, ou elle va comme se rendre compte qu'elle est dans un rêve. C'est là où on voit que Nancy, il y a quelque chose qui marche pas tout à fait. Puis c'est là exactement qu'est-ce que le film. C'est ça qui est un peu qu'il faut essayer de comprendre quelque part. Freddy va ressortir, puis elle va dire je t'enlève tous tes pouvoirs quelque part, mais est-ce que on était dans une réalité? Parce que là, la scène suivante, elle va se réveiller, mais c'est comme si elle sait qu'elle est comme tout de suite après la scène précédente. C'est comme il n'y a pas eu de matin quelque part. Sa mère est là, puis tous ses amis qui se sont fait tuer pendant le film, ben ils sont là. Elle va embarquer dans le char, puis le char va se frediser, si on va appeler ça de même. Puis ça va terminer quand on va voir les filles en train de jouer avec la corde à danser, puis la mère va passer au travers de la porte qui va être tirée par Freddy. Est-ce que tout ça, c'est ça qui est comme un peu dur à comprendre. Le film était tout un rêve. Est-ce que Freddy, est-ce qu'il existe par-dessus tout? Est-ce que, dans le fond, oui, Nancy, elle meurt pas. En bout de ligne, elle va être rembarquée ou elle va continuer le rêve quelque part. C'est ça un peu à se demander. Moi, je pense qu'en bout de ligne, elle sort pas du rêve. Quelque part, c'est tout un rêve. Pas nécessairement que Freddy les tue, mais c'est tout un rêve en bout de ligne. Puis peut-être qu'il est coincé dans un coma ou quelque chose de même. On ne sait pas tout à fait. C'est juste un cauchemar sur la rue des Ormeaux. C'est ça le film. Il n'y a rien dans tout le film qui se passe là, dans le monde réel. Mais si on revient au début de la conversation, il y a les fillettes qu'on voit avec la corde à danser à peu près à genre 10 minutes du film. Pas au tout début du film. C'est là où on les voit, puis il y a comme un filtre sur l'écran qui fait est-ce que le rêve commençait là, puis qui termine là, ou est-ce que à la fin du film carrément, ou vraiment ça l'englobe au début. Parce que, c'est mettons le film commence, ou le rêve commence quand on voit les filles avec les cordes à danser, puis qui termine à la fin, ben, ça veut dire que le début, quand elle a vu Freddy, ben, c'était peut-être juste un mauvais rêve, puis quelque part.
soit elle s'est coupée en se réveillant ou avec son pyjama qu'elle l'a brisé, quelque chose de même, ou que vraiment, je veux dire, peu importe les filles et les cordes à danser, ben je veux dire, on les voit à 10 minutes, mais en bout de ligne, ils font quand même partie du rêve qui avait commencé au début. En tout cas, c'est sûr que ça laisse des questions. Quand ils ont fait le film, ben, à la fin, ils se sont dit qu'ils vont se laisser une porte de sortie pour faire une suite. Je sais pas, même si, mettons, on avait décidé là, de faire finir le film sur une bonne manière, là, qu'en bout de ligne, elle a rembarqué dans la voiture, puis que tout a arrêté bien beau, puis ça a été vraiment juste le cauchemar est terminé. Ben, je pense qu'on aurait pu avoir une suite pareille. Tu sais, je sais pas exactement. Je trouve ça un petit peu comme ben là comme fin, ou tu sais, c'est encore plus frénétique comme fin. Tu sais, c'est très ambigu comme fin. Mais pour la totale, je trouve que finir dans tout ça, ben ça prouve que quand même Freddy est là puis qu'il contrôle tout. Juste avant de sauter à la conclusion, il faut juste que je parle de la toune de générique. Tu sais, il y avait la musique de Charles Bernstein qui fitait avec le film, et comme je disais là, dans les scènes de meurtre, ben qui je sais pas, qui faisait pas avec moi là. Mais la toune de générique de fin là, It's a Nightmare par le groupe 213 ou 213, je veux dire, ça me débarque carrément. Je sais pas, peut-être qu'on aurait dû embarquer la toune de Bernstein, ou la toune thème ou quelque chose de même à la fin, mais la toune Nightmare à la fin, là, je veux dire, c'est complètement ridicule. Ça va avec les musiques là, des meurtres, tout ça. Je veux dire, ça a comme pas rapport dans le film. Moi, que j'avais écouté le film étant jeune, ça coupait carrément à partir de là. C'est plus tard que les producteurs de films avaient comme pas le choix, c'était rendu une loi là, de devoir marquer les gens qui ont travaillé dans le film. Mais moi, la version que j'ai grandi avec n'avait pas de générique de fin, puis je trouve que ça finissait mieux de même. C'était marqué fin, tout ça, puis ça finissait brusque. Mais là, c'est ça, avec la tune Nightmare, je sais pas. Je trouve que ça décroche carrément. Ça fit pas avec le film, puis je trouve que ça aurait été mieux d'avoir la tune thème, ou même juste les filles qui continuent à danser sur la corde là, ben qu'ils continuent pendant tout le générique. Je trouve que ça aurait été vraiment là, la meilleure manière là, qu'on aurait pu avoir le générique de fin. Alors, en conclusion, honnêtement, je n'étais pas trop sûr. Quand j'ai écouté le film l'année passée avec ma fille, j'étais pas trop sûr. Quand j'ai écouté le film, j'ai fait comme ouais, il me semble que je pensais qu'il était meilleur comme film ou quelque chose de même. L'avoir réécouté pour aujourd'hui, puis en ayant pris des notes, tout ça, je me rends compte comment il y a des choses qui sont puissantes dans ce film-là, puis que je le sais pas. C'est un film qu'au courant des années, je me suis dit, ben tu sais, je vais écouter les vendredis 13 annuellement, ou peut-être sur 2 ans ou quelque chose de même. Je vais tout le temps en mettre une fois de temps en temps, ou 2-3 mois. Ben, je vais l'écouter n'importe quel. Les Freddy, souvent, je vais les commencer du 1 jusqu'au dernier. Je vais comme les binger tout carrément. Puis après ça, je vais être plusieurs années sans les écouter. Puis après ça, ben, je vais recommencer. Puis c'est rare que je vais juste en choisir un, puis juste l'écouter de même. Mais ce film-là en particulier, j'ai comme un amour-haine avec. Quelque part, il y a des jours où je l'aime et des jours que je l'aime pas tout à fait. Je suis dans le mode que je pense que on a un petit, je veux pas dire un acte de génie à quelque part, mais on a tout bien fait à quelque part. Toute l'imagerie qu'on a, c'est tordu quand même un peu. Je veux dire, Tina dans le sac plein de sang, Tina qui se fait tuer dans la chambre qui revire de bord, tout ça. Quand c'est refait un peu plus tard dans le film avec Johnny Depp, je trouve que ça a un peu moins d'impact. Mais je trouve
trouve que le début du film, là, ça commence très solide. Puis quand on regarde le film dans sa globalité, que c'était comme tout un rêve, c'était tout désordonné dans le fond, tout ça, je trouve que ça a du sens. C'est sûr que c'est plate quand en bout de ligne, tu dis, tout le film que j'ai écouté, dans le fond, c'est rien, en bout de ligne. C'est quand même un peu stupide comme idée que dans le fond, ça n'existe pas. Mais c'est ça qu'on nous présentait comme histoire. Puis ça, je trouve ça quand même intéressant pour le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va devenir plus tard? On va un peu modifier ça là, dans les prochains films, là, mais là, en parlant juste du film original, tout ce qu'on a comme imagerie, Freddy, il reste sombre, puis on y voit quasiment jamais vraiment bien la face, même à la fin, quand il y a Nancy puis Freddy qui se parle, on voit comme Freddy de proche, mais on y voit juste comme le côté de la face, tout ça, puis je trouve que ça garde comme un côté mystique à Freddy, puis c'est ça que j'aime beaucoup de ce film-là. Comme quand j'aime beaucoup dans les premiers Vendredi 13, où on garde Jason dans l'ombre, puis on s'arrange pour pas y montrer la face, jusqu'à la fin du film, où là, on a des dernières choses à montrer. Même dans le film d'aujourd'hui, Freddy, on ne voit quasiment jamais la face dans tout le film, même à la fin, on le garde quand même dans l'ombre. Puis c'est ça qui, je trouve, qui fait qu'on a tout le temps un sentiment de danger. Il n'y a pas de clarté, puis le danger peut être partout, puis lui, il peut sortir de n'importe où. Fait que dans la totalité, je trouve que c'est un verre solide. Je vais pas mettre ce film-là qui va à côté le meilleur des Vendredi 13 ou le dernier Vendredi 13 que j'ai découvert, là, Vendredi 13-4. Mais je veux dire, c'est un très bon effort. Dans les prochaines semaines, honnêtement, je sais pas exactement comment je vais aller, parce qu'il y a des fois où je suis un petit peu déçu en écoutant les films. Des fois, je les regarde d'un tel œil, puis des fois pour le podcast, ben il y a des films que j'aimais, puis que j'ai viré carrément contre le film. Puis là, dans le cas d'aujourd'hui, en la regardant pour le podcast, je pense que j'ai beaucoup apprécié le film en voyant qu'est-ce qu'on a pu voir pour aujourd'hui. C'est quasiment une rareté que je fais pour le podcast, puis honnêtement, je suis bien content là, de l'avoir écouté pour le podcast, puis voir qu'on a un bon film, puis voir pour comment que le conflit, en guillemets, Freddy contre Jason a été créé, puis comment que les deux prochainement, ben, comment ils vont se lancer un peu la balle pour les prochains films. Alors, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast dans cette série-là, je vais le faire la semaine prochaine. Normalement, j'essaie de pas trop parler de ce que je vais faire les prochaines semaines. Parce que des fois, c'est pas coulé dans le béton exactement. Je suis pas trop sûr au moment d'enregistrer. Puis des fois, je change des affaires à la dernière minute. Mais puisque c'est octobre, c'est l'Halloween ce mois-là. Normalement, ben, en début d'année, là, avant qu'on recédule le film d'Halloween, j'avais peut-être pensé là, d'essayer de faire les 4 slashers dans le mois d'octobre, peut-être d'avoir essayé d'embarquer le premier film du massacre à la tronçonneuse. Mais en tout cas, peut-être que je vais embarquer ça l'année prochaine, parce que c'est sûr que la rétrospective que je fais en ce moment, c'est sûr que d'ici l'année prochaine, j'aurai probablement pas terminé, parce qu'il y a tellement de films de DC à faire jusqu'à temps qu'on se rende au film de Batman. Que je veux dire, il va falloir que je roule quand même pas mal. Mais on va être rendu pas mal là, vers la fin de la série. Fait que je me dis peut-être l'année prochaine, quand on va être au mois d'octobre, ben peut-être qu'on va pouvoir embarquer les 4 slashers principaux dans le mois d'octobre. Je trouve que ça serait quelque chose qui serait quand même pas pire à faire. Au prochain podcast, ben c'est ça, la semaine prochaine, je vais couvrir le film de Vendredi 13-5 que j'ai reçu cet après-midi. J'ai reçu le nouveau box set de Vendredi 13 qui vient juste de sortir. J'ai pas eu vraiment grand chance de regarder, mais sur quand je vais faire le podcast sur Vendredi 13-5, ben je vais juste peut-être retourner un petit peu en arrière puis parler un peu là, de comment qu'est-ce que j'ai trouvé un peu là, sur le nouveau coffret. Fait que ça va être la semaine prochaine que je vais en parler. Je vais peut-être plus parler là,
là, de Vendredi 13-3 puis la nouvelle conversion 3D. Quand j'ai fait le podcast sur du Vendredi 13-3, ben j'ai pas vraiment parlé de. Ben j'avais pas écouté le film en 3D, je l'avais réécouté en version normale pour pouvoir un peu plus embarquer dans le film. Fait que je vais faire ça comme devoir un peu là, de regarder un peu les bonus qu'il y a sur le coffret, tout ça. Puis puisqu'il vient juste de sortir, ben je vais en parler au prochain podcast. Sauf que je pourrais pas vraiment parler du premier film parce que le coffret que j'ai reçu, ben il était défectueux quelque part. J'avais 2 fois le deuxième film et il manquait le premier film. Fait que je vais vous parler de ça la semaine prochaine quand on va continuer là, la rétrospective là, des slashers Freddy et Jason. Alors 1, 2, je m'appelle Mathieu, 3, 4, je m'en vais avec ma grosse face. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.